Il a ensuite souligné que tout devait être fait pour éviter que l'horreur d'une nouvelle guerre globale ne se répète, revenant sur sa décision de lancer ses forces en Ukraine le 24 février dernier. Vladimir Poutine a répété que les autorités ukrainiennes préparaient une attaque contre les séparatistes pro-russes dans l'est du pays, qu'ils voulaient se doter de la bombe atomique et qu'ils étaient soutenus par l'OTAN. Menace existentielle pour la Russie, qualifiant son offensive de riposte préventive et de seule bonne décision. Pour en parler avec nous, Gamal Abina, vous êtes internationaliste et invité pour évoquer cette actualité. Gamal, nous vous retrouvons. Bonsoir Gamal Abina, ça fait donc 77 ans que la Russie a engagé, on va dire, ce défilé militaire qui a pour objectif d'assumer davantage, on va dire, la souveraineté de cet État russe, un défilé qui a donc lieu dans un contexte assez particulier. Gamal Abina, est-ce que vous avez finalement l'impression, je veux dire, avec cette grande parade militaire que la Russie a davantage fait montre de sa véritable, on va dire, de sa bagatelle d'armes, mais surtout de son armée, qui jusqu'ici lui rend des bons et de loyaux services? Oui, tout à fait. On est 77 ans après la grande guerre patriotique des Russes menée contre le nazisme, qui a duré tout de même de 41 à 45, qui a causé la vie, coûté la vie à entre 25 et 27 millions d'individus, essentiellement des civils, puisqu'il y a eu à peu près 3 millions de soldats tués. Donc ça représente à peu près 10% de la population qui a été exterminée par les nazis dans différents massacres de masse. Des millions de prisonniers qui ont été tués, laissés à affamer, qu'on a affamés dans les camps nazis. Et effectivement, cette guerre a laissé un véritable traumatisme pour un peuple entier, puisqu'il faut se rappeler quand même que la moitié de la Russie avait été envahie par l'opération Barbarossa de Adolf Hitler le 22 juin 1941, et que 4 ans plus tard, c'est Hitler qui se suicide le 30 avril 1945 dans son bunker, parce que les Russes sont aux portes de Berlin et finissent par prendre la capitale au prix de coûteux efforts, puisqu'ils ont perdu un tiers de leurs forces armées dans la prise de Berlin. Donc ça donne une idée générale de ce qui s'est passé, le traumatisme des nazis, des néo-nazis qui existent aujourd'hui, effectivement, et cette démonstration de force, qui n'en est pas vraiment une en réalité. Les Russes sont coutumiers du fait, ils font tout le temps des défilés militaires le 9 mai, alors le 9 mai, effectivement. Pourquoi le 9 mai? Parce que c'est le lendemain de la signature des accords de capitulation, pour être très précis, entre l'Occident et les nazis qui se sont rendus du côté occidental. Donc les Russes, le lendemain, ont vu rouge parce qu'ils n'ont pas été conviés à cette capitulation, et ils ont fait donc de leur côté leur propre capitulation des nazis alors qu'ils tenaient Berlin, avec le maréchal Keitel qui s'est rendu donc pour signer ces fameux accords. Donc les Russes ont l'habitude des confrontations militaires, c'est pas la première ni la dernière. Il y a eu la guerre froide qui a duré quand même très longtemps, mais surtout il y a un retour de la guerre froide aujourd'hui. Et lorsqu'ils font défiler à la place rouge, donc la fameuse place rouge qui était la place des communistes à l'époque, ils font un défilé pour rappeler au monde qu'ils ont eu 10 ans d'humiliation dans les années 90, que pendant 20 ans, il a fallu reconstruire une Russie puissante militairement avec des armes de haute technologie, comme vous venez de le souligner effectivement. Il y a des armes de qualité, des armes de précision, des armes massives aussi. Il y a le fameux missile intercontinentaux hypersoniques qui ont fait leur preuve récemment encore, puisqu'ils ont frappé une fois en Ukraine. C'est des missiles ultra puissants, rapides, précis et qui ont des résultats assez édifiants. Et donc les Russes veulent démontrer par là que non seulement ils sont mettre à bord chez eux, mais sont aussi mettre à bord sur leurs frontières, et qu'on n'apportera pas le risque de l'OTAN à la frontière russe. Sachant, et vous l'avez dit aussi dans votre reportage, qu'il se trouve que les Russes sont confrontés dans le Donbass à une milice qui se réclame ouvertement du nazisme, qui est la milice, c'est les enfants en gros de Stepan, excusez-moi, Bandera, qui est donc une milice néo-nazie qui se revendique du nazisme, dont les camps d'entraînement des jeunesses quasiment hitlériennes existent un peu partout sur le territoire, et qui ont intégré, c'est ça qui est le plus grave, qui ont fini par intégrer l'armée régulière. Donc il y a dans l'armée ukrainienne des milices néo-nazis qui évoluent, et c'est la raison pour laquelle les Russes considèrent qu'ils combattent non pas une armée ukrainienne, mais une armée néo-nazie ou nazie. Gamal, il faut dire que pour ce qui est de cette édition, on n'a pas eu le défilé aérien. Le gouvernement russe a d'ailleurs justifié cela par des conditions climatologiques. Est-ce que c'est une raison fiable à votre avis? Alors c'est une volonté propre du Kremlin qui n'a pas voulu notamment déployer son avion qualifié apocalyptique par le reste de l'Occident? Est-ce que c'est une stratégie purement mise en place par le Kremlin, Gamal?
Alors, je pense qu'il bon, il n'y avait pas beau temps à Berlin. Excuse-moi, j'ai une bêtise. Il n'y avait pas beau temps à Moscou, ça c'est vrai, hein. Les avions de combat qui volent par un temps nuageux, c'est pas vraiment formidable, mais c'est peut-être une excuse. Je pense que les Russes sont les meilleurs avions de combat au monde aujourd'hui. Les Sukhoi ont fait largement leur preuve. Ils ont aussi les meilleurs missiles, puisque le missile avant-garde est le plus rapide au monde, le plus précis. Ils ont des capacités militaires considérables, mais n'ont pas répondu à un agenda qui était attendu du côté occidental, d'une démonstration de force aérienne et terrestres combinés pour montrer que les Russes sont les plus forts. Ils n'en sont plus là. Ça fait très longtemps qu'ils ont dépassé ce jeu de bras de fer, ce jeu de montrer ses muscles. Les Russes sont très forts parce qu'ils l'ont montré. C'est eux qui ont libéré l'Europe. On a tendance à l'oublier. C'est pas les Américains. Les Américains sont venus prendre des miettes en Europe quand les Russes reprenaient tout le territoire jusqu'à l'Europe centrale. Donc les Russes ont fait un travail considérable. Ils ont quasiment libéré 3 quarts de l'Europe. Et aujourd'hui, ils sont en mesure, s'ils le voulaient, ils ne le feront pas, d'envahir l'Europe sans aucune difficulté parce qu'ils en ont les moyens aéroportés. Les avions Yushin, c'est des gros porteurs. Ils peuvent porter beaucoup de matériel sur place. Ils peuvent aéroporter beaucoup de soldats, de troupes au sol. Ils ont des capacités terrestres considérables. C'est la plus forte armée d'Europe, il ne faut jamais l'oublier. Donc les Russes ne sont pas inquiets à ce niveau-là. Ils n'ont pas besoin de démontrer leur puissance. Ils l'ont démontré dans 5 ou 6 interventions récentes jusqu'à la Syrie récemment. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi les Russes n'ont pas à sortir les avions de combat? Simplement parce que les Sukhoi, les derniers modèles Sukhoi est extrêmement puissant. C'est un des plus véloces au monde. Il semble que les performances de ce Sukhoi soient supérieures même aux Rafale français qui se vantaient d'être l'armée les plus puissants, l'avion le plus puissant au monde. Aujourd'hui, le Sukhoi fait largement l'affaire et surtout, que ce soit le 34 et autres. Puis surtout, il y a une chose importante, il ne faut pas perdre de vue parce que j'ai envie de rappeler quand même que la Russie n'a pas développé une industrie civile suffisamment importante, même très faible en vérité, parce qu'elle a mis beaucoup d'énergie à développer du militaire de haut niveau. Que les Russes sont les premiers à avoir été dans l'espace. Ils ont envoyé un chien, Laika, dans l'espace, puis ensuite un homme dans l'espace, Yuri Gagarin. C'est les premiers à avoir investi donc le champ extraterrestre hors de la Terre. C'est les premiers à avoir investi, effectivement, ils ont été en retard sur la bombe atomique, mais après avoir investi effectivement les missiles intercontinentaux, puis les missiles hypersoniques, donc encore plus rapides, qui vont à 26 000 km/h. Les Russes ont une arme qui est très connue, la plus connue, c'est la Kalachnikov, qui est l'arme la plus redoutable sur tous les théâtres d'opération, désert inclus, puisqu'elle ne s'enraye jamais. Lorsque les Russes utilisent des armes, elles ne sont pas forcément de très haute technologie, mais leur capacité dans la durée et la qualité de leur armement n'est pas à démontrer aujourd'hui. Alors c'est vrai que les démonstrations de force sur le terrain d'un défi militaire sont une chose, mais aujourd'hui, la démonstration de force qu'on voit actuellement, c'est surtout en Ukraine face à une armée ukrainienne, qui était quand même une armée très bien équipée, qui était une armée des blocs de l'Est, qui était une armée qui a été réarmée par l'Occident, très en retard en vérité, mais qui est une armée qui a démontré en une seule journée que son aviation allait être clouée au sol, avec une forme de blitzkrieg, c'est un jeu de mots effectivement par rapport à le blitzkrieg des nazis, une guerre éclair qui a écrasé littéralement toute l'aviation ukrainienne, 150 avions de combat écrasés au sol. Donc aujourd'hui, les Russes n'ont pas à démontrer leur puissance. Ce qu'ils démontrent, c'est quoi? C'est juste qu'ils sont déterminés et qu'ils n'ont même pas besoin de mettre des avions au ciel pour démontrer qu'ils sont capables de les déplacer. 1500 avions de combat quand même, mobilisables à tout moment. De cette actualité russe avec cette déclaration du président Vladimir Poutine qui a dit qu'il faudrait tout faire pour éviter l'horreur. Alors, dans ce discours de Vladimir Poutine, Gamal Abina, est-ce qu'il faille davantage comprendre que l'on s'éloigne de l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale? Alors, on n'a jamais été dans une hypothèse de troisième guerre mondiale. Le problème, il faut bien comprendre, et c'est ce que j'aimerais que le public comprenne, c'est qu'on a poussé à la faute les Ukrainiens avec un président fantoche, un ancien comique, un acteur qui a été fabriqué par la télévision et qui a été porté au pouvoir par un oligarque qui tient la télévision. On l'a poussé à la faute et on l'a poussé en lui faisant croire qu'il intégrerait rapidement, ce qui était impossible puisque les critères sont très stricts, l'Union européenne, la première étape, et surtout qu'il intégrerait l'OTAN. Là encore, il faut à peu près 10 ans pour espérer avoir une adhésion à l'OTAN. Donc on l'a poussé en faisant croire qu'on allait l'aider, que si les Russes intervenaient, et on s'attendait à une intervention russe, les Américains n'ont pas arrêté de le crier sur tous les toits, eh bien ils seraient aidés. Ils n'ont pas été aidés, et l'Occident, au sens large, que ce soit l'Europe ou l'extrême Occident comme l'Amérique, se sont positionnés comme des faiseurs de troubles qui n'assument pas la responsabilité. Et quelle réponse ils ont apporté à cela? Deux réponses. Des sanctions économiques qui prennent tout leur temps pour arriver, puisque même le gaz russe, soi-disant, arrêterait d'être acheté à partir du 15 août. Vous imaginez un peu la force de la sanction. Ils prennent tout leur temps pour arrêter la livraison de gaz russe parce qu'on sera en été et qu'il y a moins de besoins, effectivement. Et surtout des sanctions militaires en massant des troupes, faiblement massées d'ailleurs aux frontières de l'Ukraine, mais pas en Ukraine. Après, ils prétendent envoyer des armes sur le territoire ukrainien et c'est là que les Russes les ont mis en garde. Ne dérapez pas, sinon nous pourrions vous frapper durablement et durement. Mais tout ça, c'est surtout un jeu de paroles et de provocation. On sait parfaitement que la ligne rouge, elle est connue.
Il suffirait que les Russes frappent sur un pays de l'OTAN pour qu'effectivement il y ait l'engrenage, ou que de l'autre côté, l'OTAN envoie des forces OTAN, je ne parle pas de matériel militaire, mais bien des forces de l'OTAN, donc des militaires de l'OTAN d'actifs après un commandement unifié contre la Russie, ce qu'ils ne font jamais. Donc le risque nucléaire et encore moins le risque de conflagration est quasi nul, on le sait parfaitement, mais ils préfèrent nous raconter des histoires pour essayer de se rassurer quelque part. Merci à vous, Gamal Labina. On reste dans l'actualité. Je vous le disais en titre il y a un instant, c'est donc la première visite officielle d'un haut commis de l'État russe. C'est donc le ministre russe des Affaires étrangères qui a été accueilli ce jour du côté de l'Algérie. Il s'agit donc de la première d'un ministre russe depuis le début de l'opération militaire spéciale de ce pays du côté de l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a donc annoncé lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra à Moscou qu'il avait donc l'intention de discuter effectivement avec ces personnalités-là. Il a déclaré, je prévois de visiter l'Algérie bientôt. J'insisterai pour que vous me recevez. Nous disons que nous venons en retard, vaut mieux que nous disons que vous venez en retard, vaut mieux que jamais. En tout cas, le ministre russe des Affaires étrangères a donc été reçu ce jour par le président Abdelmadjid Tebboune et les échanges qui ont donc d'ailleurs été élargis aux membres du gouvernement algérien. Les deux personnalités, du moins le gouvernement russe avec le gouvernement algérien, ont donc tenu à revoir la coopération bilatérale entre ces deux pays. Plusieurs analystes s'accordent d'ailleurs à dire que cette visite est purement et simplement stratégique parce qu'il s'agira désormais de réorienter la production pétrolière, certainement de la Russie du côté de l'Algérie sur plusieurs pays sur le continent africain. On en parle avec vous, Gamal Abina, pour tenter de comprendre d'ailleurs la symbolique de cette visite du ministre Sergei Lavrov du côté de l'Algérie. Alors, c'est une visite non seulement symbolique, mais stratégique. Vous n'aurez pas perdu de vue une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu est énergétique. C'est-à-dire que cette guerre est essentiellement liée aux approvisionnements. Ce n'est pas seulement une guerre stratégique ou une guerre de position par rapport à l'Ukraine. Ça va bien au-delà. La Russie est à peu près, représente 30 à 40% des besoins énergétiques européens, particulièrement en gaz, évidemment, en pétrole et en charbon. Et donc, les Européens font tout pour essayer de convaincre les Algériens qu'il faut exporter une quantité plus importante de gaz algérien à destination, évidemment, de l'Europe. Il y a même le projet du gaz nigérian qui vient d'être consacré aujourd'hui par les autorités nigérianes qui passerait par le Mali et l'Algérie. Donc tout cela pour dire quoi? Pour dire simplement que aujourd'hui, les Européens font feu de tout bois pour obtenir les faveurs des Algériens. Sauf qu'il se trouve que les Algériens ont coupé l'année dernière le gazoduc qui reliait l'Algérie à l'Espagne via le Maroc. Donc ça fait déjà une perte de 13 milliards de mètres cubes, mais surtout que le second gazoduc sous-marin qui a relié l'Algérie directement à l'Espagne sans passer par le Maroc vient de perdre 20 à 30% de ses débits d'exportation comme une sanction à l'Espagne qui a reconnu en sous-main la souveraineté du Sahara occidental par les Marocains, enfin la souveraineté de la région de Sahara occidental qui appartiendrait au Maroc. Donc il y a eu un bisbis comme ça. Les Algériens reprochaient aux Espagnols de réexporter le gaz vers le Maroc alors qu'ils ont sanctionné en leur interdisant le gaz. Et parallèlement à ça, les Italiens viennent de négocier avec l'Algérie pour qu'il y ait un contrat plus important d'export de gaz. Donc aujourd'hui, la question du gaz est centrale. Elle est très importante. L'Algérie est un grand producteur de gaz. Je crois que c'est le troisième mondial en termes de réserve. Mais surtout, l'Algérie n'a pas vraiment les moyens de beaucoup pour augmenter sa production. Elle devient donc très importante. Et les Russes, lorsqu'ils vont voir les Algériens, ils réaffirment d'abord leur relation traditionnelle, très ancienne depuis la Révolution, d'une véritable union fraternelle, puisque les Russes ont reconnu très rapidement le gouvernement provisoire algérien à l'étranger, et surtout que les Russes ont toujours été le principal pourvoyeur d'équipements militaires à l'Algérie, avec un cadeau qu'ils leur ont fait au début des années 2000 de 5 milliards de dollars, une dette effacée, pour relancer le programme d'armement algérien de rachat de matériel militaire. Donc la Russie est très proche de l'Algérie pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons stratégiques et économiques. Et les Russes, certainement, vont dire aux Algériens de peut-être pas forcément satisfaire le besoin des Européens en matière d'approvisionnement énergétique. Parce qu'évidemment, même si l'Algérie apporte sa pierre à l'édifice, ça ne compensera pas 10% des besoins russes. Et les Russes comptent beaucoup sur la pression, le chantage, entre guillemets, du pétrole et du gaz pour obtenir gain de cause et obtenir la fin de la guerre rapidement en faisant pression sur la direction ukrainienne. Donc le rapprochement russo-algérien n'est pas un rapprochement, c'est juste une remise en place, une réaffirmation d'une alliance stratégique
durable, d'une alliance stratégique qui se base sur les mêmes principes, à savoir que les Algériens considèrent effectivement qu'on ne peut pas trahir un compagnon de route, les Russes en l'occurrence, mais surtout qu'on ne peut pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays. Et les Algériens considèrent évidemment que la question ukrainienne est une question qui ne regarde que les Russes. Donc tout cela pour dire que aujourd'hui, le rapprochement russo-algérien qui était attendu a cet aspect économique, cet aspect politique et surtout, Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères, avait déjà téléphoné aux Russes hier, prépare un voyage en Russie et peut-être, puisque c'est un négociateur fin, va peut-être proposer ces bons auspices pour suppléer au rôle des Turcs dans la négociation directe entre les dirigeants ukrainiens et russes. C'est peut-être par l'Algérie qu'on obtiendrait un cessez-le-feu et peut-être la paix dans la région. Donc tous ces éléments réunis conduisent à penser que l'Algérie est en train de prendre un rôle majeur dans la région et que la place en termes de pourvoyeur de besoins énergétiques européens va devenir de plus en plus importante par l'Algérie. Ce n'est pas la première fois que les Européens font référence à l'Algérie. Déjà en 2014, ils avaient envisagé sur la première crise ukrainienne de passer par d'autres fournisseurs comme le Qatar ou l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est encore plus évident, il faut quasiment les yeux doux. Malheureusement pour eux, les États-Unis, les premiers, ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Algérie l'a très mal vécu et n'accepte pas la moindre discussion avec les États-Unis sur cette question-là. Blinken est passé à Alger, a échoué. Lavrov à Alger va réussir. Merci à vous, très cher ami Gamal Abina, pour toutes ces précisions. Merci. Nous restons toujours dans le cœur de ce journal, direction République démocratique du Congo. Ça a été un week-end sanglant du côté de Djougou, territoire de la province de l'Ituri, 2 jours seulement après la célébration de l'an 1 de l'état de siège à l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, que des rebelles du groupe armé coopérative pour le développement du Congo, en abrégé Codeco, ont pris d'assaut un campement de creuseurs d'une mine d'or artisanale. Selon les autorités, bilan, au moins 35 personnes ont été tuées. L'attaque a duré plusieurs heures à Blanquette, un village du territoire de Djougou, à plus de 100 km de la ville de Bounia. Les victimes sont en majorité des creuseurs ou membres de leur famille, selon la société civile. Lors de cette attaque, les miliciens Codeco ont pillé boutiques, emporté production des orpailleurs et incendié des maisons, rendant ce lieu inhabitable. La province de l'Ituri, qui est d'ailleurs riche en or et son sous-sol regorge également du pétrole. La mine d'or artisanale dénommée Camp Blanquette est située dans la forêt à plus de 7 km de la cité de Mungwalu, dans le territoire de Djougou, fief du groupe armé Codeco. Cette dernière est d'ailleurs un groupe armé structuré autour d'une secte religieuse. Elle prétend défendre les membres de la communauté Lendou contre la communauté rivale Emma et contre les forces de sécurité. Il est encore considéré comme l'un des groupes les plus meurtriers de l'Est congolais. En plus des civils et militaires, les miliciens s'attaquent également aux déplacés et à des humanitaires dans les sans que les motifs de ces violences soient identifiés. La province aurifère de l'Ituri a replongé dans un cycle de violence depuis fin 2017 avec l'avènement de la Codeco. Rappelons que l'Ituri et la province voisine du Nord Kivu sont placées sous état de siège depuis le 6 mai 2021, une mesure qui a donné les pleins pouvoirs aux officiers de l'armée et de la police pour gérer l'administration et mener la guerre contre la centaine de groupes armés qui sévissent dans l'Est congolais depuis plus d'un quart de siècle. Il est notre invité pour répondre à cette actualité, Justin Kabumba. Vous êtes correspondant Afrique Média du côté de la République démocratique du Congo. Alors, avec vous, on va évoquer cette actualité. Il faut dire que la communauté Niali Kilo est allée au-delà des chiffres évoqués par le gouvernement congolais, c'est-à-dire 35 décès. On annonce quasiment 55 décès du côté de la communauté Niali Kolo survenus donc après cette attaque du groupe armé à Codeco. Est-ce qu'on en sait davantage, Justin Kabumba? Bonsoir. Ouvrez votre micro, Justin. Oui, Fabrice, je ne sais pas si vous m'entendez. Absolument. Voilà, vous venez certainement de l'évoquer, la dernière communication rendue publique ce soir de cette communauté fait état de 55 personnes tuées et une trentaine de blessés, mais il faut ajouter que cette même communauté a précisé que des recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres personnes décédées et d'autres portées disparues. Mais au-delà de cela, il faut préciser que cette tuerie s'est passée dans
dans le territoire de Djougou. Djougou, nous sommes dans la province de l'Ituri, une province qui est dans un état de siège depuis un an. C'est d'ailleurs il y a quelques jours, comme vous l'avez évoqué, il y a des jours que les deux provinces, c'est-à-dire le Nord Kivu et l'Ituri, ont totalisé un an que le chef de l'État les a placés dans un état de siège. Et du coup, hier dimanche 8 mai, en tout cas, nous l'avons appris que le groupe Codeco, qui est un groupe de miliciens, Maï ont attaqué ces villages et ça fait beaucoup de morts. Mais dans son message, cet après-midi où séjourne le chef de l'État Tshisekedi en Abidjan, le président Félix a réitéré son engagement à éradiquer tous les groupes armés qui continuent à semer terreur et désolation, surtout dans la partie est du pays, est donc de la République démocratique du Congo. Alors, Justin Kabumba, vous l'avez dit, cela fait donc quasiment un an que le président congolais a décrété un état de siège au centre de cette localité conflictuelle. L'objectif est de permettre à l'armée régulière d'avoir les pleins pouvoirs pour sévir lorsque des attaques comme celle survenue dimanche dernier ont lieu. Sauf que dans le cas, sur le cas échéant, celui notamment de Djougou, il y a 8 kilomètres qui séparent le lieu où cette milice a frappé et le premier camp, du moins la prochaine base militaire qui est censée opérer. 8 kilomètres de route qui n'ont pas permis à ces derniers d'intervenir à temps. À quoi nous sert réellement aujourd'hui cet état de siège si l'armée régulière n'est pas capable de stopper les actions menées par ces groupes rebelles-là? Mais il faut préciser, les problèmes sont énormes en République démocratique du Congo. Vous venez de l'évoquer en tout cas, c'est depuis déjà une année que le chef de l'État s'est décidé de placer les provinces du Nord Kivu et l'Ituri sous un état de siège. Mais ça fait vraiment mal, c'est une désolation qu'on apprenne que au-delà de l'état de siège, au-delà de l'administration des militaires et policiers qui contrôlent aujourd'hui toutes les institutions dans ces deux provinces, on continue à enregistrer les cas de mort. Et d'ailleurs, quand vous suivez les derniers rapports rendus publics par le baromètre sécuritaire du Kivu, qui est une branche du groupe d'études sur le Congo, qui se spécialise sur la sécurité dans l'est du pays, vous comprenez que ces rapports parlent que le nombre de décès, le nombre de personnes tuées pendant cette période, donc l'espace d'un an de l'état de siège, le nombre a augmenté contrairement qu'à l'époque où les civils étaient à la commande. Donc vous comprenez que même quand vous échangez avec la population, surtout qui vit au nord Kivu et également en Ituri, vous sentez que c'est un regret total parce que normalement, quand le chef de l'État a décidé de placer ces deux provinces sous état de siège, c'était comme une nouvelle que toute la population congolaise, surtout celle de l'Est du pays, a pris avec, disons, avec joie, parce qu'on savait qu'avec l'arrivée des militaires et des policiers, tout allait marcher correctement. Mais malheureusement, malgré donc la présence, en tout cas, et l'administration des militaires, on continue à enregistrer les morts, que ce soit à Beni. Vous suivez ce qui se passe à Beni avec les attaques à répétition des SDF qui continuent à tuer la population. Vous avez suivi récemment avec la résilience du groupe M23, de la rébellion du M23. Donc vous comprenez que la situation semble dépasser les militaires malgré toutes les forces, tous les moyens possibles que le gouvernement central et la confiance d'ailleurs que le chef de l'État a placé voilà, auprès bien sûr de ces militaires. Donc vous comprenez en tout cas c'est une désolation totale. Malgré l'état de siège, les personnes continuent à être tuées. C'est là où vous comprendrez que même il y a eu des voix qui se sont soulevées dans les chefs de certains mouvements citoyens comme la Lucha. Il y a également certains députés nationaux
surtout ceux du Nord Kivu et de l'Ituri, qui ont demandé au chef de l'État de lever carrément l'état de siège parce qu'ils estiment qu'ils ne voient pas l'importance de l'état de siège parce que malgré la présence des militaires, malgré l'administration des militaires, les populations civiles continuent à se faire massacrer par les groupes, donc par ces groupes armés comme les Codeco qui sont en Ituri, également les ADF qui sont actifs dans la partie Grand Nord, précisément à Béni. Merci à vous, Justin Kabumba, pour toutes ces précisions autour de cette actualité. Et bien, d'une attaque à une autre, cette fois-là en Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina Faso, où les terroristes sont donc pris à les forces de défense et de sécurité burkinabés sont donc à pied d'œuvre pour rechercher les prisonniers qui se sont évadés après une attaque perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche contre leur prison dans le nord-ouest du pays, annoncé dimanche soir. Le ministre de la Justice, dans un communiqué, des hommes armés ont lancé un assaut contre la prison de la ville de Nouna au nord-ouest du pays dans la nuit de samedi à dimanche. Un chasseur traditionnel d'oiseaux supplétif civil des forces de sécurité a d'ailleurs été tué et 65 prisonniers libérés. La maison d'arrêt et de correction était la principale cible de ces hommes armés. Venus à bord de plusieurs véhicules et sur des motocyclettes, les assaillants ont ouvert le feu sur la prison à l'aide de la mitrailleuse 12.7 et le PKMS et de fusils Kalachnikov. Les forces de sécurité, leurs supplétifs civils ont tanké une riposte et les combats ont duré plusieurs heures. Selon les témoins sur place, il y avait d'ailleurs des tirs jusqu'à 5 heures du matin. Selon un habitant, la situation est d'ailleurs très déplorable. Poursuit la même source, le ministre de la Justice assure que les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire, en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, sont à pied d'œuvre pour rechercher les détenus disparus et sécuriser les lieux. Le ministère encourage les déterminés et vigilants pour la sécurisation des établissements pénitentiaires et la lutte contre le terrorisme, souligne le communiqué du ministère en charge de la justice du côté du Burkina Faso. Abdul Fattah est notre invité. Vous êtes journaliste chez Omega Media du côté de Ouagadougou. Merci infiniment de nous retrouver. Alors, très cher Abdul Fattah, est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions? Est-ce que l'assaut mené par les autorités de votre pays a réussi cet assaut-là à mettre la main sur ces détenus qui sont juste ici dans la nature? Eh bien, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Jusqu'ici, malheureusement, on n'a pas grand-chose de nouveau. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vous avez donné la substance de ce communiqué qui a été donc publié hier dans la soirée, plus de 10 heures après donc l'attaque. Et ce communiqué n'a pas apporté quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on savait déjà, puisqu'on vient tout simplement dire au Burkinabé qu'il y a eu une attaque contre la prison civile de Nouna et qu'il y aurait plusieurs détenus qui se sont évadés. On ne donne même pas de chiffres dans ce communiqué-là. Et bien, cette communication du gouvernement, malheureusement, n'a pas pu apporter de la guerre, encore plus de zones d'ombre même, on va dire. Et en plus, l'appel lancé à l'endroit des FDS, des forces de défense et de sécurité, on ne voit pas quelque chose de concret qui est annoncé ici. On dit également que les agents de sécurité pénitentiaire et les autres forces de défense et de sécurité s'employaient à retrouver ces prisonniers qui se sont évadés, qui sont portés disparus. Mais on ne mentionne pas, par exemple, les assaillants donc de ce samedi soir à dimanche matin. Ce qui choque le plus, c'est la durée de cette attaque, de minuit pratiquement jusqu'à 5 heures du matin, 5 heures de temps que ces personnes armées-là ont passé dans cette ville. Ce n'est pas un village, c'est quand même une ville moyenne ici au Burkina, dans le centre-est, donc le centre-ouest, pardon, de ce pays, où on assiste à ce genre d'attaque-là. Ça a été la consternation, ça a été l'étonnement, ça a été la déception chez beaucoup de Burkinabés. Et jusqu'ici, on se pose des questions. Et d'ailleurs, pour revenir à ce communiqué du gouvernement, on n'évoque pas, par exemple, le cas de ce Dozo qui a été tué dans ces affrontements-là. Ce Dozo, chasseur Dozo, qui est un supplétif civil de l'armée, vous l'avez précisé, qui a malheureusement pris
des projectiles et qui en est décédé. Donc, jusqu'ici, depuis hier soir jusqu'à l'heure où nous vous parlons, le gouvernement n'a pas fourni d'informations supplémentaires. En tout cas, selon nos sources également, les hommes armés qui ont attaqué la prison civile ont réussi à s'enfuir. On ne sait pas si les forces de défense et de sécurité ont réussi à les rattraper et à leur régler les comptes, si on peut le dire ainsi. On n'a pas de nouvelles par rapport à cela et on est dans l'impatience, on est dans l'incertitude également parce que l'ampleur de cette attaque interpelle quand même plus d'un. Nous restons avec vous, Abdul Fattah. Alors, pourquoi avoir choisi véritablement cette prison-là? Que recherchaient les assaillants? Est-ce que c'est purement la libération de ces individus qui sont, il faut le dire jusqu'ici, non identifiés? L'on ne sait encore qui sont-ils et pourquoi véritablement ces assaillants ont choisi, ont ciblé cette prison-là? Eh bien, des noms circulent parmi ces personnes qui ont été libérées. On sait depuis hier, justement, que ces assaillants sont venus libérer 3 des leurs qui étaient détenus dans la prison civile de Nouna, dans la province de la Kossi. Je disais que c'est une ville. Eh bien, je précise en plus que c'est une capitale provinciale. C'est le chef-lieu de la province de la Kossi, dans la région de la boucle du Mouroun, qui est l'une des 3 régions les plus touchées par l'insécurité, par le terrorisme actuellement. Eh bien, il s'agit justement de ces 3 personnes-là, de ces 3 terroristes qui ont été arrêtés et détenus donc à la prison civile de Nouna. Il s'agit de ces 3-là que leurs camarades sont venus libérer. Et selon des témoignages, ceux qui sont venus, les assaillants, après avoir attaqué la prison, après avoir libéré les prisonniers, ont incendié un des véhicules de la prison et emporté un autre véhicule dans lequel ils ont même transporté quelques détenus qui vivaient autour, qui devaient retrouver leur village autour donc, de Djibasso, un peu vers la frontière malienne. C'est dit qu'ils ont eu tout leur temps d'agir, tout leur temps de retrouver ceux qu'ils sont venus chercher et même de rendre service, on peut le dire ainsi, à d'autres prisonniers qui étaient juste là et qui ne savaient pas comment rejoindre leur base. Voici ce qui s'est passé et naturellement, on se pose des questions. Comment autant de personnes ont pu traverser tous ces villages, toutes ces localités-là pour se retrouver en plein cœur de la ville de Nouna, attaquer la prison civile pendant 5 heures, libérer 3 autres des leurs qui étaient détenus là et repartir allègrement vers leur lieu de provenance. Ce sont des questions qu'on se pose et c'est l'étonnement, c'est la déception. Et c'est une déception qui gagne de plus en plus de Burkinabés. C'est une situation d'incertitude qui gagne de plus en plus les Burkinabés qui avaient nourri un espoir dans la prise de pouvoir des militaires du MPSR qui sont en poste depuis janvier dernier. Jusqu'ici, on ne sent pas cette présence militaire-là sur le terrain puisqu'on a l'impression que la situation s'empire. Aujourd'hui encore, il y a des ressortissants d'une certaine partie du territoire burkinabé, la région du centre-nord notamment, l'une des régions aussi les plus touchées, et des ressortissants qui lancent un SOS par rapport donc à leur zone, qui demandent qu'on sauve leur zone, la zone de Barça Logo où se trouve le plus grand camp de déplacés internes à ce jour. Et tout autour, on a des localités comme Pensa et d'autres localités autour qui se vident chaque jour. Et l'un des ressortissants de ces zones-là disait ce matin, c'est un chef coutumier de la zone qui dit que son domicile est occupé aujourd'hui par des hommes armés et non identifiés, des terroristes tout simplement, qui font la loi dans cette zone du pays. C'est dire à quel point ces terroristes-là ont gagné du terrain et continuent de gagner du terrain malgré la présence des militaires, aussi bien dans la sphère politique que militaire. Triste scénario. Merci à vous, très cher Abdel Fattah. On se retrouve très prochainement avec plusieurs précisions autour de cette actualité. Nous sortons de l'Afrique de l'Ouest par la Côte d'Ivoire où la COP 15 s'est ouverte d'ailleurs ce jour. Il faut dire d'ailleurs que du côté donc de ce pays-là, il faut d'ailleurs dire justement que depuis ce matin, 9 mai 2022, Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, accueille donc l'édition. L'objectif de cette COP 15 est de retrouver les moyens de lutter contre l'avancée du désert, la déforestation, mais surtout l'appauvrissement des terres arables
ou encore les pollutions des sols. C'est au total près de 196 pays qui sont attendus en pleine capitale ivoirienne, moins connue que sa grande sœur sur le climat. Cette 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aborde des questions tout aussi cruciales. Elle se tient à l'heure où, selon l'ONU, 41% des terres sont dégradées dans le monde et le rythme s'accentue. Chaque année, 12 millions d'hectares de terres sont perdus, soit une superficie équivalente à celle du Bénin ou de la Belgique. Pendant 10 jours, les négociateurs de 196 États vont tenter de s'accorder autour d'objectifs communs pour lutter contre la dégradation des sols dans les 10 prochaines années. Le thème de cet événement, terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère, est un appel à l'action pour faire en sorte que la terre, qui est notre source de vie sur cette planète, continue de profiter aux générations présentes et futures, a d'ailleurs souligné le communiqué de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et nous sortons de ce journal par l'actualité du côté du Rwanda. Et bien, 28 ans après, la justice française veut désormais faire la lumière autour du génocide rwandais. Ce jour, et bien, ce lundi 9 mai, s'est ouvert à Paris, capitale française, le procès de l'ancien préfet rwandais Laurent Boussia Baruta. C'est le plus haut responsable jamais jugé en France pour le génocide, et bien, pour le génocide des Tutsis au Rwanda, réfugiés en France depuis 1997. L'ex-fonctionnaire sera jugé pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. C'est le 4e procès en France contre un Rwandais soupçonné d'avoir eu un rôle dans les massacres qui ont fait près de 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Le procès longtemps repoussé devrait durer 2 mois et près de 100 témoins doivent être attendus. Visé depuis l'an 2000 par une plainte, Laurent Boussia Baruta a un temps été réclamé par le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui s'est finalement dessaisi en faveur de la justice française, non sans souligner depuis la lenteur de cette dernière. Depuis le début de la procédure, Laurent Boussia Baruta conteste ces accusations et ses avocats plaideront d'ailleurs non coupables. Sa défense est de dire « je n'ai pu faire ». J'étais dépassé. L'ancien fonctionnaire sous contrôle judiciaire en cours, 60 à 78 ans, la réclusion à perpétuité pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Et c'est tout pour cette première édition de la semaine du journal africain sur votre télévision panafricaine. Merci mesdames, merci messieurs de nous avoir suivis en rang série. Très bonne suite des programmes sur Afrique Média Télévision. Bonsoir à tous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.